Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 octobre 2025 du live de Téléfinance et désormais il est l'heure de retrouver Eric Seban et son chrono DAX. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Je vous entends pas. Est-ce que vous pouvez... Vous m'entendez pas? Ah voilà, je vous entends très bien. Bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés avec nous pour nous expliquer comment peut évoluer le DAX, l'indice phare allemand. L'indice phare allemand, selon le graphique que vous nous avez envoyé, a une probabilité plutôt importante de continuer sur sa lancée de court terme, c'est-à-dire continuer à évoluer vers des plus hauts historiques. Alors de revenir dans le haut de la zone d'évolution latérale dans laquelle il se trouve depuis juin, parce qu'en fait le DAX aujourd'hui et depuis juin il n'a plus de direction, il est dans une zone de latéralisation. Effectivement la tendance de fond est haussière, mais depuis plusieurs mois, donc maintenant on est en évolution entre des bornes alors très, très larges, plus ou moins larges d'ailleurs, puisque finalement on a plusieurs latéralisations qui se mettent en place à l'intérieur de cette grande zone. Et puis jeudi, il y a 2 semaines, on essayait d'en sortir, sans succès. On est revenu à l'intérieur de la zone, la dernière zone de latéralisation. C'est ce que je vous disais, il vaut mieux attendre un repli plutôt que de courir après le marché. Parce qu'en fait, finalement, on a eu 2 fausses sorties, puisqu'on a eu une zone de latéralisation qui s'est étendue tout le long du mois d'août entre 23 500 et 24 500. Avec justement donc une fausse sortie par le bas, une fausse sortie par le haut. Ça montre bien qu'on n'a plus de directionnel. Donc la tendance est haussière, elle est en pause. Elle n'a à aucun moment été infirmée, évidemment, puisque à aucun moment on a réussi à impulser un mouvement baissier. Et la probabilité que les choses continuent de cette manière-là est la plus forte, parce que finalement le contexte ne change pas. Donc tant que vous aurez des investisseurs en position qui n'ont pas l'obligation de sortir à la première baisse, ça a déjà été démontré plusieurs fois, ça n'est pas le cas. La raison est simple, hein, comme je vous le dis depuis des années, ils sont protégés par des options de baisse, les puts, donc aucune raison de bouger jusqu'à un certain prix qu'on peut estimer au moins en dessous de 23 000, voire même encore plus bas. Mais voilà, par exemple, 23 000, c'est toujours le niveau à surveiller. Tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau-là, on restera plutôt avec un biais haussier. Et une première alerte pourrait se déclencher sous 23 000. En attendant, on va faire le ping-pong entre 23 500, 23 pour le bas de la zone et 24 500 pour le haut, avec des oscillations entre 23 500, 23 800, 23 500, 24 500. Voilà, ça c'est les grandes zones dans lesquelles on passe le plus clair de notre temps. Une chose à laquelle je vais être attentif, c'est justement l'évolution de la position ouverte sur les options, qui elle se modifie un peu. La volatilité implicite, elle ne change pas. La volatilité intraday est toujours forte, très forte même. Mais bon, ça c'est bien parce que ça permet de travailler en intraday. Mais la volatilité implicite, elle reste stable. On est toujours compris entre 14 et 16. Ça oscille de l'un à l'autre. Comme dans les bornes du range, ce qui m'embête plus, c'est la position ouverte des contrats qui a chuté de 11% entre la semaine dernière et cette semaine. Ça fait beaucoup de contrats en moins. Ça fait 100 000 contrats d'options en moins qui disparaissent. Bon, alors ça peut être que très temporaire. Mais ça s'est fait en une seule fois. Donc ça veut dire qu'il y a un gros intervenant qui a sorti 100 000 contrats, un ou plusieurs intervenants, mais pas très nombreux en tout cas, puisque ça n'a pris qu'une journée pour sortir 100 000 contrats du marché. Et en plus, la position ouverte, donc ce qu'on appelle le netting entre le ratio entre les options de baisse et les options de hausse, donc le ratio put-call, lui commence à se rapprocher de 1 pour 1. Et ça, c'est pas bon parce qu'on a longtemps évolué à deux puts pour un call, donc 2 options de baisse pour un call. Ça veut dire qu'évidemment, on a plus de recherche d'options de baisse, donc on protège les portefeuilles. Quand on va revenir vers 1 pour 1, c'est pas bon. Et donc là, sur à peu près sur un mois, on est passé de 2 à 1,4. Et ça ne cesse de baisser. Donc ça, je vais être très attentif à ça, parce que ça pourrait être les premiers signes de complaisance. Complaisance qui partirait du principe absurde, hein, que les marchés peuvent pas baisser, parce qu'ils peuvent baisser. En fait, c'est pas les nouvelles qui vont faire baisser le marché. On voit bien que des mauvaises nouvelles, il y en a eu des tonnes depuis, et puis ça fait pas baisser le marché. Ce qui fera baisser le marché, c'est des contraintes techniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes plus protégé, si ça baisse, vous êtes obligé de vendre.
Donc ça, c'est pour les gérants, parce que les gérants sont protégés. Donc s'ils arrêtent de se protéger pensant que ça y est, c'est bon, on va commencer à faire des économies en fin d'année, parce que les options, il faut les tourner, ça coûte de l'argent. Pourtant, la performance est quand même très bonne depuis le début de l'année. On est encore à 21,6, hein, c'est énorme. Sans avoir fait grand-chose. Hein. Donc les gérants, ils ont la belle année là. Ça les rattrape de 2020. S'il y a de la complaisance, c'est pas bon parce qu'en effet, si jamais ça baisse, ils seront obligés de vendre. Et si les gérants commencent à vendre, les ETF commenceront à vendre aussi. Et alors là, ça va être le rouleau compresseur. Donc voilà, tout ce qui va dans le sens de ne pas acheter au plus haut se confirme. Semaine après semaine, soyez patient, attendez des replis. Utilisez plutôt des options de call parce que la volatilité implicite n'est pas très élevée et ça vous laisse du temps pour que le scénario se réalise. Et jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas cassé 23 000, pour l'instant, on n'a pas d'alerte baissière. Donc acheter vers le bas pour revendre vers le haut, c'est ce qu'il faut faire. Ça ne se fait pas en 2 jours, mais rien ne se fait en 2 jours dans la bourse. Hein. Il faut patienter sans se dire qu'on est en train de rater quelque chose parce que ça monte encore d'un cran. Ça peut toujours monter encore d'un cran. Bon bah écoutez, le message est clair. Donc effectivement, quand on navigue sur ces zones-là, il est préférable d'attendre des replis pour se positionner, prendre un peu de risque. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés, et avec nous tous les jeudis pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'il est peut-être intelligent de travailler l'indice phare allemand. Merci beaucoup, Eric. À la semaine dans 15 jours, puisque il y aura pas d'émission la semaine prochaine. Oui. On est en vacances. Je vous souhaite une excellente journée, Eric. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On va retrouver dans un instant les Market Movers de Richard Mourin qui va nous expliquer dans quelle mesure il peut être intéressant de s'intéresser au secteur des spiritueux européens aujourd'hui. À tout de suite.